Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors à la base j'avais pas du tout prévu de tourner quoi que ce soit ce soir, le programme devait être complètement différent, mais je me retrouve en tête à tête avec mon canapé, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Je n'ai rien préparé du tout, j'ai essayé et en fait les idées étaient complètement foutraques dans ma tête, donc je pense qu'on va faire comme... à peu près sur toutes les vidéos finalement. Il y en a certaines que je prépare un peu plus, mais on va faire à la bonne franquette et ce sera très bien. Je vais quand même cibler plus sur la littérature de l'imaginaire parce que finalement il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé dans la dernière vidéo qui était consacrée à la rentrée littéraire. Il y avait beaucoup plus de littérature blanche, mais en fin d'année j'ai lu quand même pas mal d'imaginaire, donc c'est bien de faire un petit update de lecture et on va se concentrer sur ça pour cette vidéo. J'ai fait une petite pile des livres que j'ai lus en entier. Ensuite je vous parlerai de livres que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. Donc c'est pas parce qu'ils me plaisent pas que je les ai pas finis, c'est juste parce que manque de temps, il fallait que j'accélère et donc je me les suis réservés pour plus tard, mais il faut que je les finisse. Et enfin je vais vous présenter quelques lectures que pour le coup je n'ai pas commencé, mais qui me tentent vraiment beaucoup. Alors pour les livres que j'ai lus en entier, que j'ai beaucoup aimé cette année, j'en ai une petite pile ici. Allez, on les prend dans l'ordre dans lequel ils viennent. J'ai découvert cette année cette maison d'édition qui s'appelle Magic Mirror et je voulais la découvrir. Donc j'ai regardé un peu leur catalogue et comme je connaissais pas du tout, j'ai pris un titre un peu au hasard. J'ai pris un thème qui me paraissait sympa, que j'avais envie de lire. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la réécriture de contes fait par des auteurs contemporains. Donc on est spécialisé dans les contes de fées, les contes en général, plus à destination d'un public jeune adulte et adulte. Je sais pas s'il y a des publications pour les enfants chez eux, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je me suis concentrée sur leur catalogue adulte. Et donc j'ai lu La Mélodie des Limbes, qui était une très bonne découverte. C'est une réécriture des 7 corbeaux. J'essaie de mettre mes pensées en place. Ce soir, le cerveau, c'est un peu compliqué. C'est une réécriture d'un conte qui s'appelle Les 7 corbeaux et ça tourne autour du thème du deuil, donc le deuil difficile, le deuil impossible. Et on va avoir une histoire très poignante entre deux personnages qui sont frères et sœurs et qui vont chacun, face au deuil très brutal de la personne qu'ils aiment le plus au monde, tout faire pour se battre contre ça et vaincre la mort elle-même pour ramener leurs êtres chers. Je vous en dis pas trop. C'est une très bonne découverte. Allez-y et n'hésitez pas à regarder du coup leur catalogue parce qu'ils ont quand même beaucoup de titres. C'est une maison qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui fait un bon travail aussi, je trouve, de fabrication. C'est une petite maison indépendante et bon... Je sais pas si vous y verrez grand chose parce que la luminosité est pas top, mais je trouve qu'au niveau de la fabrication, c'est très bien fait en plus, c'est très qualitatif. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, alors bon, une de mes maisons chouchou que j'aime d'amour parce que là pour le coup, non seulement la qualité des textes est au rendez-vous, mais la fabrication c'est sublime, c'est évidemment Kalidor. Et j'ai lu Lilith que j'ai beaucoup aimé. Alors ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même assez barré. Ça a été écrit par George MacDonald qui est un contemporain de Lewis Carroll, je crois. Enfin, je sais pas s'ils ont exactement le même âge ou quoi, mais ils se fréquentaient, ils étaient amis. On comprend tout de suite pourquoi d'ailleurs. Enfin, une fois qu'on a lu Lilith, on voit très bien comment ces deux hommes, ces deux écrivains ont pu être comme cul et chemise. Ça paraît assez évident. Et il me semble qu'il est plus vieux que James Barrie. Ils sont pas de la même génération, mais je me demande si James Barrie n'a pas lu George MacDonald avant d'écrire Peter Pan. Parce qu'il y a quand même des ponts. Alors ça se trouve, c'est moi qui l'ai fait toute seule, mais voilà, c'est vraiment une possibilité. Lilith, ça nous parle, donc c'est le nom de l'un des personnages de ce livre qui est une sorte de... Comment dire ? Reine des enfers, enfin je sais pas si le titre est exact, ou reine du monde des cauchemars, ou du monde du rêve, mais avec un côté assez sombre et assez rebelle. C'est une figure qui
qui est puissante, qui veut être indépendante, qui veut être libre, qui veut décider pour elle-même, par elle-même, sans subir d'influence au-dessus d'elle, ce qui la place comme une figure un peu impie, un peu sorcière. Et dans ce livre, on va vraiment se balader dans le monde des rêves. On va passer énormément de temps dans alors soit dans l'esprit du personnage, on peut considérer que tout se passe dans sa tête et qu'on est en train de suivre son rêve, soit on considère qu'il a effectivement à un moment passé un portail et qu'il s'est retrouvé dans un vrai monde physique, mais qui n'obéisse pas aux mêmes règles que notre monde connu. Et donc on va passer beaucoup de temps dans des paysages un peu hallucinés, avec des personnages très étranges, une bande de gamins qui vivent un peu comme des enfants sauvages. Ça me faisait penser un petit peu à Peter Pan. Beaucoup de personnages soit angéliques, soit un peu démoniaques. Enfin voilà, on est vraiment dans un univers très 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 mystique. Et moi, ça m'a énormément plu parce que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Tout ce qui est le mysticisme, l'inconscient, les rêves, le pouvoir de l'imagination, avec vraiment un côté à la fois très lumineux, qui a évidemment son penchant, un côté très sombre. Il y a plein de questionnements sur le bien, le mal, la vie, la mort. Enfin, c'est très haut perché. Pour autant, c'est pas incompréhensible, hein. Il faut juste se concentrer un petit peu, mais il y a rien de compliqué. Mais voilà, c'est très 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 foisonnant. Et je pense que ça nécessiterait, pour ma part en tout cas, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vu plein de choses, mais il y a plein de... Ça a ouvert aussi plein de portes et plein de questions. Je pense que ça nécessite même une deuxième lecture si vous voulez aller encore plus loin, parce qu'à la première, vous voyez pas tout. Je vous montre évidemment l'intérieur, parce qu'avec Kalidor, c'est un peu le passage obligé. C'est tellement joli. Vous voyez qu'il y a des illustrations, donc là on est dans un truc très gothique. Mais voilà, moi je trouve ça, c'est beau comme tout, et avec toujours une très belle couverture. Là pareil, il y a la lumière, bon, si on arrive à voir un petit peu, voilà, il y a du relief, il y a un côté doré, c'est magnifique comme d'habitude. Et ça regorge de réflexions assez intéressantes sur l'éducation des enfants et ce que ça veut dire de devenir adulte, et pourquoi quelque part c'est quelque chose d'un peu redoutable en fait de grandir, parce qu'on perd une partie de notre âme d'enfant, et notre âme d'enfant elle est extrêmement précieuse, parce que c'est une façon de voir le monde, une façon d'envisager les choses, une façon d'être imaginatif et créatif aussi, qu'on risque de perdre en devenant trop adulte. Et ça c'est un thème qui est assez important pour George MacDonald et que j'ai trouvé très bien abordé. Donc je vous recommande vraiment la lecture de Lilith, que j'ai adoré. Ensuite, un autre gros chouchou, c'est Une valse pour les grotesques de, je vais lire son nom parce que sinon je vais dire n'importe quoi, Guillaume Chamanadjian. Ça c'était pareil, très très bonne découverte. Je l'ai lu pendant le mois de l'imaginaire. Et moi vraiment typiquement c'est des récits que j'aime beaucoup. Déjà c'est des fictions. C'est une fiction qui parle de la fiction. Moi j'adore les livres en fait les livres d'imaginaire qui parlent du pouvoir de l'imaginaire. Ça me transporte tout de suite, ça me parle énormément, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Et je vais pas en dire trop. Alors déjà c'est un livre d'aventure, il y a beaucoup de péripéties, il se passe plein de choses, ça va assez vite, on est vraiment embarqué tout de suite, j'ai trouvé ça ultra immersif. Et on est dans un monde, dans une petite principauté qui se trouve dans les Alpes, je crois, entre l'Italie, la France, enfin bref, c'est une principauté qui n'existe pas, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, bref, je sais plus. Et dans cette petite principauté, il y a une très grande université qui a été fondée par un mage il y a 500 ans, vraiment une figure iconique. Et dans cette université, on étudie tous les arts, tous les métiers, donc à la fois les métiers magiques et voilà, les enchantements, les sortilèges, etc. Notre héros est un artiste scientifique, puisqu'il est à la fois chirurgien et ciroplaste, donc il sculpte la cire pour donner vie à des mannequins dont il se sert pour ses cours d'anatomie, en gros. Il a la double casquette. Et un soir, il va se faire
contacté, emmené dans un lieu secret pour rencontrer la femme du dirigeant de cette principauté, qui a eu un enfant dans le plus grand secret avec son mari. Ça fait des mois que le bébé est né, mais personne n'en a entendu parler. Et la princesse, c'est pas son là, c'est la femme du margrave, mais je vais dire princesse parce que c'est plus simple pour moi. Rappelez-vous, cerveau en bouillie ce soir. Donc la princesse va lui demander d'ausculter son enfant, puisqu'il y a quand même un gros problème qu'elle n'arrive pas à comprendre. Son fils est humain jusqu'au nombril, et en dessous, il a l'apparence d'un bouc. Vous avez bien sûr reconnu la figure du faune, et donc complètement inexplicable, puisque elle et son mari sont humains, donc il y a un gros problème, et il faut que quelqu'un lui explique le pourquoi du comment. Donc notre jeune médecin va ausculter cet enfant, qui est en parfaite santé, et lui non plus ne comprend pas. La princesse va lui confier un ouvrage qu'elle a volé à son mari en lui disant « lisez ça, et ensuite revenez me voir avec un diagnostic ». Voilà comment ça commence. Déjà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa comme début. Et donc notre personnage principal va se plonger dans ce livre mystérieux qui a l'air d'être une sorte de livre d'histoire qui retrace des événements passés, présents, futurs, des événements que nous on connaît dans notre histoire réelle, dans l'histoire de l'Europe, mais des événements aussi un peu étranges qui viennent se glisser par-ci par-là et qui viennent dévier du cours normal de l'histoire. Et dans les marges, il va voir de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avance dans la chronologie, de plus en plus de dessins griffonnés d'étranges créatures qu'on appelle des grotesques. Et on s'arrête là. Vraiment, je vous invite à y plonger, c'est un univers qui est très foisonnant, avec plein de bonnes idées. Il y a des personnages qui sont très chouettes, avec autant de couleurs, avec vraiment des caractères très bien dessinés, il se passe plein de trucs, on s'ennuie pas une seconde. Et c'est l'auteur de... je me trompe tout le temps, donc c'est l'un des auteurs de Capitale du Sud ou Capitale du Nord qui est sorti chez le même éditeur, Aux Forges de Vulcain. Très très bonne découverte. Et mon petit dernier, donc dans ceux que j'ai lus en entier, c'était une très bonne surprise parce que j'y allais avec des a priori. C'est Serpent and Dove, qui est sorti, je crois que c'est de Saxus en grand format, mais je suis pas sûre. Donc là, je l'ai lu j'ai lu en poche, et c'est le début d'une trilogie. J'y allais avec des a priori, pourquoi? Parce que c'est un peu comme quand j'avais lu La Princesse sans visage, j'en avais parlé dans une autre vidéo avant. J'aimais bien le résumé, je me suis dit ah oui pourquoi pas, ça pourrait me plaire. Voilà, ça parle de c'est de l'imaginaire, ça parle de sorcellerie, de chasse aux sorcières, etc. Je pense que ça peut me plaire, mais j'avais peur que ce soit trop young adulte pour moi, et je suis pas forcément fan de la littérature young adulte. Je trouve que parfois c'est un peu cliché, un peu un peu immature dans le traitement de certains thèmes. Les romances, moi, de ce que j'ai pu ouvrir un peu au hasard dans la littérature, la romantaisie et les littératures vraiment ciblées jeunes adultes, ça me plaisait pas. Je trouvais ça même parfois un peu, enfin vraiment cliché, grossier, voire vulgaire en fait. Les histoires d'amour, moi, me parlaient pas. Je trouvais juste que c'était ultra rapide et un peu un prétexte pour mettre des scènes de cul qui servaient à rien, qui étaient très mal écrites. Attention, hein, j'ai pas du tout la science infuse, il y a peut-être de la romantaisie extrêmement bien écrite, mais pour le coup j'en ai jamais vu. Éclairez-moi si jamais. Moi je suis toujours ouverte et curieuse, alors je peux vraiment découvrir des choses et aller au-delà de mes préjugés, mais bah, pour l'instant je suis pas tombée là-dessus. Et ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, et pour moi, c'est pas ça peut tout à fait être à destination du public young adulte et romantaisie, mais pas que. La preuve, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que, donc, effectivement, on est dans un univers d'imaginaire où on a des sorcières, donc des femmes dotées de pouvoirs magiques, qui sont pourchassées, persécutées par un ordre appartenant à l'église qui s'appelle les chasseurs, et donc voilà, ce sont des chasseurs de sorcières qui, dès qu'ils attrapent une lanceuse de sorts, s'empressent de l'emprisonner, de la mettre sur un bûcher et puis de lui cramer la tête, parce que on le sait bien, les sorcières ce sont les fiancées de Satan, et donc il faut s'en débarrasser à tout prix. Elles sont violentes, elles sont dangereuses, voilà, il faut débarrasser le monde de ce parasite. Donc nos deux personnages principaux, a priori, sont pas très copains et ont pas grand chose en commun. Il s'agit donc de Lou, qui est une sorcière, et de Red, qui est un chasseur.
ils vont se rencontrer à un moment, et de leur rencontre vont naître des étincelles, beaucoup de remises en question pour l'un et l'autre, énormément de disputes et de conflits et de contradictions, mais petit à petit leur relation va évoluer vers quelque chose de plus nuancé et une histoire passionnelle va en naître. Ça c'est pour le côté romance, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est pas l'unique sujet du livre. La romance prend une bonne part dans l'histoire, mais par contre, il y a une vraie histoire en fait derrière. Il y a cette histoire de chasse aux sorcières, on va en apprendre un petit peu plus sur qui sont ces sorcières, d'où elles viennent. Le système de magie, j'ai trouvé, est très bien décrit. Je l'ai beaucoup aimé. Il y a les sorcières de sang, qu'on appelle aussi les dames rouges, et les sorcières d'autres choses, qui elles fonctionnent plus sur un système de correspondance en fait dans leur magie. Elles doivent donner quelque chose d'équivalent à ce qu'elles veulent prendre pour lancer leur sortilège, et qu'on appelle les dames blanches. Et j'ai beaucoup aimé la description de cette magie, comment ça fonctionne de lancer un sort, qu'est-ce qu'il en coûte, et c'est une magie très coûteuse. Ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'est pas vraiment dans un univers tout rose, hein. Il y a des vraies conséquences quand on veut utiliser la magie pour son profit ou pour sauver sa peau en fait tout simplement, mais on y laisse des plumes à chaque fois. Donc c'est une façon de voir les choses que j'ai trouvé pour le coup assez crédible, parce que les personnages qui lancent des sorts comme ça sans aucune conséquence, comme si c'était aussi facile que je sais pas que d'ouvrir son frigo, et c'est pas, pour moi c'est pas crédible en fait. Effectivement, si c'est trop facile, il faut qu'il y ait là, l'histoire d'équilibre et de balance, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on perd, c'était vraiment très bien. Et j'ai bien aimé en fait la montée en puissance de l'histoire, de la tension entre les personnages, et de leur lutte pour préserver leurs secrets, ne pas se faire découvrir, ne pas se faire attraper, essayer de renverser le cours des choses, puisqu'il y a un espèce de complot qui menace la famille royale, et en même temps un complot qui menace d'éradiquer toutes les sorcières. Donc il y a un peu deux camps qui luttent pour servir leurs propres intérêts, et au milieu nos deux héros et leurs alliés qui ont un peu le cul entre deux chaises et qui essayent de s'en sortir. Donc j'ai trouvé ça très sympa, et je lirai la suite avec plaisir. Il y en a 2 autres. Donc voilà, je suis convaincue et je suis contente de l'avoir découvert. Donc ça c'est pour ce que j'ai terminé. Je me demande si mon téléphone n'est pas en train de glisser petit à petit. Voilà, on va le remettre comme ça. C'est ce que j'ai terminé. Ensuite, il y en a 2 gros pavés que j'ai commencé, que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas encore eu le temps de finir. Donc c'est prévu, vraiment, je veux les terminer. Et je sais pas quand est-ce que je vais caler ça, mais bientôt j'espère. Le premier, c'est celui-ci, La montagne dans la mer, chez Le Bélial. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, à qui je fais très confiance. En général, il y a vraiment de très très bonnes sorties. Et celui-ci, c'est un des récits de science-fiction que j'ai préféré ces derniers temps. Et c'est un peu la science-fiction sur le thème du premier contact. On découvre une créature non humaine, dotée d'une intelligence surprenante, très évoluée, et apparemment dotée d'un langage. Et donc on va essayer de voir ce qu'on peut, quelle communication peut s'établir entre les humains et ces créatures, quelles sont les intentions aussi de cette créature, est-ce qu'elle est hostile, est-ce qu'elle en veut à l'humanité, est-ce qu'elle veut la détruire, ou au contraire est-ce qu'on peut collaborer, imaginer un partage du territoire. C'est tous ces thèmes-là qui sont brassés dedans avec beaucoup d'intelligence. Je trouve que ça... Une fois qu'on tombe dans ce livre-là, moi ça a fait un espèce d'effet vortex où je trouvais toutes les réflexions ultra intéressantes et passionnantes et vraiment très profondes, et du coup ça m'a vraiment passionné, toutes les réflexions sur comment se forme l'intelligence en fait, qu'est-ce que c'est qu'un être intelligent, et on le sait en fait que les animaux ont une forme d'intelligence parfois vraiment très très élevée et très complexe. Et du coup, tout ce qui aborde le thème de la communication avec le reste du vivant, moi ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est des thèmes qui sont primordiaux, et l'être humain n'est vraiment pas la seule espèce intelligente, complexe et profonde, qui peut ressentir des émotions, qui peut avoir une vision intéressante sur les choses. Donc voilà, moi j'étais déjà convaincue par le thème, et je trouve que l'exécution est très bien faite.
il y a, je trouve que c'est immersif et on y croit dans le sens où ça se passe dans le futur. Et donc il y a évidemment des technologies nouvelles, des appareils technologiques, informatiques qui n'existent pas actuellement, donc qui fonctionnent sur un mode totalement inédit. Et j'ai trouvé que les descriptions étaient très crédibles. En fait, j'ai beaucoup aimé la description de l'environnement. Les IA travaillent avec les humains ou contre les humains. Alors voilà, ça dépend de quel côté on se place. Il y a des grosses entreprises en bio-ingénierie qui poursuivent un but, et puis voilà quel est le terme? J'avais un mot là. Il est parti dans les limbes. Enfin bref. Des grosses entreprises, des grosses corporations qui essaient de se mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles suivent des buts opposés. Et au milieu de tout ça, des scientifiques qui cherchent à répondre à des questions assez profondes, et des créatures, ici une sorte de grosse pieuvre qui est dotée d'une intelligence au moins égale à celle des humains, et qui pourrait bien elle aussi avoir envie de s'immiscer dans les petites affaires de notre planète et avoir leur mot à dire. C'est très très bien, donc j'ai hâte de le continuer. Et le deuxième, c'est celui-ci. Alors j'ai pas, normalement il a une autre jaquette, enfin là j'ai enlevé la jaquette, donc on voit le dessous. C'est le rayon imaginaire qui fait ça, cette collection de Hachette. Et c'est écrit par Alix Harrow, dont j'avais déjà lu les 10 000 portes de January, que j'avais beaucoup aimé. Et donc pareil, celui-là je dois le continuer, mais j'aime beaucoup. Et c'est une fantaisie sur le thème un peu de la maison hantée. Alors j'ai cru entendre quelque part que c'était une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, ou en tout cas que c'était un peu inspiré de La Belle et la Bête. Pour l'instant, je suis peut-être pas allée assez loin pour faire tous les liens avec ça, mais effectivement, on a le propriétaire d'une maison. Cette maison a l'air maudite, hantée par des fantômes, une créature, on sait pas trop. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires sur cette maison. Et ça se passe à notre époque contemporaine. On va suivre une jeune femme qui est orpheline et qui vit avec son frère qui est un petit peu plus jeune qu'elle. Elle fait des petits boulots, elle essaie de mettre de l'argent de côté pour payer l'université à son frère plus tard. Elle veut pas qu'il devienne un loser, elle veut qu'il ait ses chances dans la vie. Elle se dit, pour elle c'est trop tard, mais pour lui non. Et donc elle fait de son mieux pour rapporter de l'argent au foyer, dans une petite vie qui est pas très stimulante, qui est pas très intéressante, mais elle fait de son mieux. Et à un moment, elle va passer, en fait, elle passe assez régulièrement devant une maison assez mystérieuse qui appartient à une famille tout aussi mystérieuse. Et il y a énormément de rumeurs sur cette maison dans le village où elle habite. Tout le monde a entendu des on-dit. Il paraît que depuis plusieurs générations, il se passe des événements très étranges et qu'elle serait donc maudite. Et elle va à un moment mettre sa main sur la grille de la maison. Et la grille va s'ouvrir toute seule et elle va ressentir un espèce d'appel, comme si la maison voulait qu'elle entre et voulait lui mettre le grappin dessus. Et de là, elle va rencontrer son propriétaire, qui est un type assez taciturne, au début assez désagréable, qui a absolument pas envie d'avoir cette jeune femme dans les pattes. Mais il semblerait que la maison la réclame, et donc il va bien être obligé de la laisser entrer. Et de là, que va-t-il se passer? Donc pour l'instant, j'en suis là. Elle est entrée dans cette maison. Ça fait plusieurs fois qu'elle y rentre. Une journaliste, je crois, commence à lui poser des questions pour lui soutirer des informations sur le propriétaire, étant donné qu'elle a le privilège de pouvoir le côtoyer. Ça a l'air très bien. Moi, j'aime beaucoup le personnage principal. Je le trouve attachant. Il y a beaucoup de mystère, beaucoup de suspense. Donc j'ai très hâte de savoir ce qui se cache dans cette maison et le pourquoi du comment. Et enfin, petite pile de ce que j'aimerais lire. Alors, il n'y a pas que ça, mais je ne vais pas sortir toute ma bibliothèque non plus. Déjà, sortie du jour, je suis très très contente. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de La Princesse sans visage que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 vient de sortir en poche. Donc je vais continuer cette série. Je crois d'ailleurs que c'est une duologie. Je crois que c'est terminé après celui-là. Je sais plus. Mais en tout cas, très bonne nouvelle. Ça tombe parfaitement bien. Ensuite, une nouvelle sortie chez La Talente. C'est celui-ci donc qui s'appelle La migration annuelle des nuages. Très beau titre. Et puis je vais vous lire le petit résumé parce que pour le coup, je ne sais même plus de quoi ça parle. Alors,
Une communauté unie est toujours plus forte face aux inévitables effondrements que l'avenir dessine. Celle d'Edmonton, ville en ruine au cœur du Canada, oscille au jour le jour entre rudesse et recherche d'un meilleur confort. Un équilibre que l'apparition du CAD, un parasite semi-conscient qui influence le comportement de son hôte, teinte de drame. La vie ne sera plus jamais comme avant, mais le printemps succède toujours à l'hiver. Reid reçoit une lettre d'admission à l'université, une opportunité inestimable de rejoindre les derniers vestiges du monde révolu, et peut-être d'accéder à un remède contre le parasite qui la ronge. Sera-t-elle capable de quitter ceux qui l'aiment et qui comptent sur elle? Ok, ça a l'air très cool. Donc on est sur un... De ce que je comprends, on est sur un récit un petit peu post-apocalyptique, dystopique, mais avec, j'imagine, une touche d'optimisme, enfin beaucoup de dilemmes moraux. Ah, il y a le chien qui fait un scandale dehors. Beaucoup de dilemmes moraux, j'ai l'impression, mais quand même, on dirait une petite touche d'optimisme. Après, si ça se trouve, j'ai tout faux et ça va se terminer en catastrophe et je vais pleurer et être désespérée. Peut-être. On verra bien. Alors, pareil, grosse hype pour le nouveau Anouk Fort. J'avais adoré La Cité diaphane qui était paru chez le même éditeur, donc c'est Argile. J'avais adoré ce texte d'Anouk Fort, j'avais adoré les illustrations à l'intérieur puisqu'elle est aussi illustratrice, elle avait créé les illus de son propre livre. Et donc là, c'est sa nouveauté. Qui va se passer dans un univers maritime, on va beaucoup voyager avec un personnage qui va se retrouver exilé, si j'ai bien tout retenu. Je vais vous lire aussi le résumé, comme ça va être un peu plus précis que mes souvenirs. Alors, navigateur capable de diriger son voilier solaire sur les océans en suspension de la nuée, Athéa n'en demeure pas moins un paria aux yeux de son peuple. Né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe symbiotique qui permet aux siens de coexister avec de gigantesques îles vivantes. Seules ses expéditions maritimes l'aident à endurer la servitude à laquelle le contraint le système de caste. Or, après une attaque de pirates qui coûte la vie à tous ses passagers, Athéa perd le droit de naviguer. Il choisit alors l'impensable, fuir la sécurité des îles, tout abandonner et suivre les traces de sa grand-mère, une exploratrice dont les récits ont bercé son enfance. Tandis qu'un froid inhabituel s'abat sur le monde, Athéa part seule sur les flots instables, déterminée à voyager plus loin que quiconque. Cependant, dans la nuée, où tout se dévore et se déchire, de nombreux dangers guettent le navigateur. Des dangers, mais aussi des rencontres, de celles qui ancrent une vie et lui donnent un sens. Ça a l'air bien, ça a l'air très très bien. Et c'est encore une fois illustré, regardez-moi ça si c'est pas cool, donc encore illustré par Anouk Fort, qui est décidément pleine de talent et de ressources. Voilà, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, j'ai très hâte de lire ce très gros pavé. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Ne jamais avoir le temps de lire tout ce que je voudrais. Un autre que j'ai envie de découvrir, c'est pas une nouveauté celui-là. C'est un... Alors, c'est sorti il y a... Je sais pas, il y a 2-3 ans, peut-être quelque chose comme ça, chez le Rayon Imaginaire, mais c'est une nouvelle édition d'un texte qui était déjà sorti bien avant. Et qui a l'air très très cool, et pareil, je me souviens même pas de quoi ça parle, donc je vais lire le résumé. Une tour de 1000 étages où l'humanité est enfermée. Un homme s'y réveille, seul, amnésique, invisible, hanté par des images insoutenables de salles obscures remplies de corps décharnés, enchaînés les uns aux autres. Qui est-il? Quelle est sa mission? Une société reconstituée dans tous ses excès, sous la tyrannie arbitraire et sadique du mystérieux Muller. Tel est ce cauchemar dystopique, incroyablement visionnaire, écrit en 1929, oui, comme quoi c'était pas une nouveauté, qui pointe avec une acuité douloureuse toutes les dérives à venir. Le contrôle des hommes et des cerveaux par les écrans, le culte de la personnalité poussé à son extrême, le délire de la surconsommation, l'exploitation des vices et des obsessions. Le tout traversé par des scènes qui évoqueront douloureusement les abominations à venir, camps de concentration, chambres à gaz, utilisation massive des drogues, des bas instincts, de la violence et des femmes. Un livre majeur dont on ne ressort pas indemne, et c'est par un auteur tchèque. Donc ça a l'air pas très joyeux, clairement. Je suis pas sûre qu'on rigole beaucoup dans ce livre, mais ça a l'air très très bien. Et pour le coup, ça me tente bien de découvrir d'anciens textes. Et souvent, effectivement, très visionnaire. Enfin, on s'en aperçoit quand on lit de la vieille science-fiction.
enfin voilà, pour peu que ce soit vraiment des auteurs qui aient eu des grosses intuitions, on a l'impression de lire ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, c'est quand même très très flippant. Mais comme quoi, il y a des choses qui sont prédictibles, mais ça nous empêche pas d'aller droit dans le mur. Et voilà, ça va être le mot de la fin. Voilà, passer une bonne soirée et tout, une bonne année, tout ça, dans l'optimisme, la joie et la bonne humeur. Bon bref, je vous remercie de m'avoir écouté, papoté tous ces petits bouquins. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. Et j'essaie de faire un peu plus de vidéos prochainement pour vous en présenter d'autres parce que là on a axé sur l'imaginaire, mais j'ai lu aussi beaucoup de très bonnes choses en littérature blanche. Donc voilà, il faudrait que je prenne le temps. Voilà, sur ce, bonne soirée et à bientôt. Salut!